Ok. Donc, chronomètre, parce que j'ai tendance à parler trop vite. Donc, ça me permet de... Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous m'entendez la dernière fois. Voilà. Alors, je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas du tout spécialiste d'histoire de la langue. Précaution oratoire que vous avez dû entendre déjà plusieurs fois ici, mais de stylistique. Voilà, je travaille entre autres sur des corpus de traduction et la question diachronique m'intéresse parce que mes corpus, comme cela a été dit, s'étendent du milieu du 19e siècle à nos jours. Ce travail a donc été en effet au cœur de mon inédit d'HDR paru l'an dernier chez Garnier. Et donc, je vais peut-être me situer un peu en marge de vos préoccupations ici, mais je vais essayer de présenter mon travail en essayant de mettre l'accent sur des phénomènes de diachronie. Voilà, je ne sais pas si ce sera vraiment l'histoire de la langue ou pas, mais vous me direz. L'un de mes objectifs de recherche est d'analyser le style du traducteur, c'est-à-dire ce qu'on entend de sa voix dans le texte traduit. Ça, c'était ma préoccupation initiale, puisque dans une traduction, on n'entend pas seulement la voix de l'auteur d'origine, mais aussi celle de son traducteur. Et évidemment, c'est particulièrement flagrant quand on compare différentes traductions d'un même original, même si certains traducteurs peuvent être plus discrets, on va dire, que d'autres. Voilà, plus largement, mon horizon pour mon travail sur ces textes, c'est de pouvoir construire des méthodes d'analyse stylistique pour le texte traduit, méthodes donc que j'élabore à partir de petits corpus spécifiques, j'en redirai un mot tout à l'heure, mais que je m'efforce de concevoir comme reproductibles. Euh, voilà, donc je vais présenter aujourd'hui un aspect de mes recherches qui concerne en particulier un travail sur des corpus qui comprennent un original et ses multiples traductions françaises. Et donc, je vais procéder en deux temps. Ah, voilà, c'est ça. Merci. Donc, je peux vous dire, Donc, d'abord, je vais présenter globalement mes corpus et ma méthodologie, et ensuite, je m'attacherai plus spécifiquement à mettre en lumière ce que de tels corpus nous montrent en diachronie, en posant la question de la temporalité dans des corpus de retraduction. Alors, les corpus que j'ai principalement étudiés, merci. Je dirais pas merci à chaque fois. Les corpus que j'ai principalement étudiés jusqu'à présent comprennent un original en langue étrangère qui est assez secondaire pour moi. Je ne parle pas vraiment italien, allemand plus ou moins, anglais plus ou moins comme tout le monde. Mais en fait, je m'intéresse pas tellement au texte original, mais je m'intéresse à la multiplicité des versions françaises. Donc, vous voyez sur la diapositive un ensemble sur lequel j'ai travaillé. C'est celui sur lequel j'ai travaillé pendant mon HDR. Donc, un ensemble de 98 traductions, 41 de La Loreley de Heine, paru entre 1854 et 2020, 40 de L'Infini de Léopardi de 1844 à 2018 et 17 du sonnet Bright Star de Keats de 1907 à 2009. Voilà, donc ce corpus, je l'ai constitué par des recherches bibliographiques en bibliothèque. Et puis, Pardon, c'est moi. J'ai fait des bêtises. est-ce qu'on peut mettre en plein écran ou non? Parce que déjà que c'est petit. Ouais. J'ai rogné un peu sur les causes de... Oui, masquer la bande latérale. Ouais. Mettre peut-être diaporama lancé. Oui. Là, à la fin, là, tout au bout, la flèche verte. Comme ça. J'ai perdu le... Eh ben, non, c'est... Ah, Voilà. Parce qu'il y a quelque chose ah oui. faire en même temps, je crains que ça. On va peut-être Mais là, on laisser. voit plus. Ah, mais voilà, non, je savais qu'il fallait pas faire ça. Pardon. Oui, je cherchais autre chose, mais attendez. Est-ce que vous êtes en double écran? Oui, c'est ça, j'ai un double écran, et donc non, je pense on va rester. D'accord, je Oui, ne dis oui, plus rien. je pense qu'on va rester sur. Oh là là là. Alors, bon, on va rester là. Je savais qu'on ne peut pas faire ça, en fait. Mais,
Je vais arrêter le partage, je pense. Il faut tout que je redémarre. Je redémarre tout. On a vu apparaître. Oui, non, mais on va repartir de là. Bon, si ça vous intéresse et que vous ne voyez pas, je vous l'enverrai. Ah, qu'est-ce que c'est tout ça? Oui, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Voilà. Voilà, il est ouvert 2 fois. Donc, en fait, voilà. Il va faire comme ça. Décaler le... Plus grand. Est-ce qu'on peut décaler les... pour voir la diapositive? Voilà, pardon. Merci, pardon. Voilà, donc ça c'est mon premier corpus et plus récemment j'ai commencé à analyser un second corpus qui est constitué donc de 60 traductions et voilà d'un poème en grec ancien de Sappho, l'Ode à l'aimer, donc des traductions parues entre 1835 et 1995 et j'ai rassemblé ce corpus à partir d'un livre de Philippe Brunet qui a rassemblé plus d'une centaine, je crois qu'il y en a 120 traductions. Il dit 100, mais en fait, il y a des doublons depuis Louise Labbé jusqu'à nos jours de ce poème. Voilà, donc les principales spécificités de mes corpus, c'est donc premièrement que ce sont des textes poétiques, deuxièmement que ce sont des ensembles assez importants, toute proportion gardée, puisque le plus petit ensemble compte 17 traductions d'un même poème, ce qui est malgré tout significatif. Troisièmement, que ce sont des traductions modernes du milieu du 19e à nos jours. Il y a donc une dimension diachronique, mais qui reste limitée. Et quatrièmement, que je n'opère pas de sélection a priori parmi les textes étudiés. La seule sélection que j'opère, c'est que je me limite à des textes publiés dans des revues ou dans des monographies, et j'exclus en particulier les traductions qu'on peut trouver sur Internet. Alors, je m'arrête simplement quelques instants sur ce point qui est important à mes yeux. Donc, mes corpus comprennent sans doute des traductions et des poèmes qu'on pourra juger mauvais. Mais pour les questions qui m'intéressent, les traductions qu'on peut trouver moins bonnes que d'autres, celles que la postérité n'a pas retenues, ou encore celles qui ont connu une diffusion confidentielle, sont également intéressantes du point de vue des outils linguistiques et stylistiques auxquels elles recourent, des imaginaires qu'elles mobilisent, et certaines représentent de manière stéréotypée ce qui, à une époque, est perçu comme la norme poétique. Et c'est pour ça qu'elles m'intéressent également. Et puis, de toute manière, discriminer entre bons et mauvais poèmes traduits n'est pas ni dans mes compétences, ni mon objectif. Et c'est une question très complexe. D'abord parce que les critères traductologiques et littéraires interfèrent. Et ensuite, parce que le texte traduit, quelle que soit la valeur qu'on lui attribue, représente de toute manière un compromis entre différents critères qui sont souvent inconciliables. Ce compromis, il résulte des choix opérés par le traducteur, mais il se comprend également par rapport à l'histoire de la traduction, à l'évolution de la poétique, à l'évolution des formes et à l'évolution de la langue. Voilà. Donc, pas de sélection opérée, je remets mon chrono. Et donc, des corpus très hétérogènes, parmi lesquels des mauvais poèmes, parmi lesquels des mauvaises traductions, mais voilà, ce n'est pas mon souci. Alors, j'en viens maintenant à ma méthodologie, voilà, qui consiste à identifier dans les multitextes traduits en français des normes majoritaires et ainsi que les singularités qui se dégagent. L'ensemble des traductions françaises d'un même original constitue ce qu'on peut appeler un multitexte. Un multitexte, c'est-à-dire un ensemble dans lequel chaque version traduite est autonome, mais peut être mise en relation à diverses échelles avec toutes les autres, avec chacune d'entre elles ou avec plusieurs en fonction des objectifs de recherche. Et en traduction et en linguistique, la notion de corpus parallèle, ça désigne un ensemble de versions de texte unies 2 à 2 par une relation de traduction.
Donc, multitexte parallèle, l'analyse repose sur un alignement des textes qui permet d'identifier une séquence, donc du mot au texte, qui existe dans différentes versions et que l'on veut comparer. Alors, je vous ai fait une saisie d'écran de ce que ressemble à un alignement lexical. Je me doute bien que c'est illisible, juste pour vous montrer quel genre de tableau on réalise. Donc, dans la colonne de gauche, j'ai mis les mots de l'original. Ici seulement des mots pleins du poème allemand de Heine. Et dans chaque colonne ensuite, j'ai mis ceux qui leur correspondent dans les versions françaises. Ici, il y a simplement une partie des versions. Pour en parler après, pour l'instant, je fais ce travail à la main, mais normalement, ça devrait pouvoir être automatisé bientôt. Alors, je prends un exemple. Est-ce qu'on peut passer à la diapo d'après? Merci. Voilà. Je prends un exemple peut-être plus lisible dans le multitexte des traductions de Heine avec simplement 4 versions pour illustrer mon propos. Donc, dans la strophe de Heine, on peut aligner le vers allemand Ihr goldenes Geschmeide blitzet avec les séquences qui lui correspondent dans ces 4 versions françaises. La bague étincelle, en or sont ses joyaux et dans le soir ils luisent, ses bijoux d'or resplendissent et l'or de ses bijoux brille. Ce type de structuration de corpus favorise l'étude de la relation entre la version originale et une version traduite. Mais on peut bien entendu l'aborder autrement, considérer que chaque version traduite est liée à toutes les autres dans la même langue par une relation différentielle. Dans cet exemple, on peut ainsi comparer la valeur sémantique et l'effet des choix lexicaux. Bague, joyau, bijou. Ou bien encore le verbe étinceler, luire, resplendir, briller. On peut aussi comparer les variations syntaxiques. Par exemple, les deux GN, ses bijoux d'or ou l'or de ses bijoux, et la construction attributive, en or sont ses joyaux. On peut analyser les versions françaises comme constituant un ensemble, comparer leurs points communs et leurs différences, les décrire donc en termes de variation de la langue et du style. Plus le nombre des traductions d'un même original est important, plus les potentialités en termes d'objectifs de recherche sont variées. Et à partir d'un certain nombre de traductions, je dirais à peu près 20, l'analyse peut identifier des normes, c'est-à-dire des usages majoritaires, et ainsi travailler sur les singularités qui se dégagent. En effet, l'ensemble des retraductions d'un texte configure une norme qui correspond à la variante majoritaire dans le multitexte. Par exemple, dans cette même strophe, pour la séquence correspondant à l'allemand Goldenes Haar, par exemple, la variante majoritaire est cheveux d'or, 23 traducteurs sur 41. Parmi les autres variantes, on a une série assez proche avec des variations lexicales minimes, chevelure d'or, cheveux dorés, chevelure dorée. Et les autres traducteurs se distinguent par la syntaxe, lors de ses cheveux, lors de sa chevelure, par le lexique avec le nom tresse et ou l'adjectif blond, cheveux blonds, tresse blonde, etc. Par la combinaison de plusieurs traits, lors de ses cheveux blonds, des tresses d'or pour chevelure, ou encore par une omission. Donc on voit bien comment une norme se dégage avec des singularités. On peut prendre le parti, a priori, de considérer la norme majoritaire comme correspondant à un consensus des traducteurs qui, dans le cadre générique de la traduction, sont par définition compétents ou supposés tels. La norme observée donc révèle un accord. Il est donc probable que parmi les cas qui s'écartent de celle-ci figurent des traductions qui puissent être considérées comme de mauvaises traductions. Peut-être que c'est le cas, par exemple, de Tresse blonde. Dans une démarche stylistique, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'évaluer ces choix de traduction, mais d'étudier ce que la sélection d'une forme consensuelle ou non consensuelle montre du traducteur, de sa relation avec son lecteur, et à l'échelle du texte dans son entier, d'analyser les effets générés. Par exemple, le syntagme Tresse blonde, doublement original sur le plan lexical, apparaît dans une version signée en 1890 par J. Dagneau, pseudonyme de l'avocat Paul-Auguste Carpentier, que vous ne connaissez sans doute pas, qui a été oublié. Donc une version qui se singularise fortement sur plusieurs plans. J'en mentionne quelques-uns, mais vous le voyez immédiatement. C'est une version en vers mêlés, octosyllabes et tétrasyllabes, alors que la plupart des autres au 19e sont en octosyllabes.
Elle est la plus courte de toutes, elle est même plus courte que l'original, ce qui est très rare en traduction. Et elle est caractérisée par sa très grande originalité lexicale. Donc là, on voit bien comment la singularisation se joue en fait à tous les niveaux du texte. Je prends un autre exemple très simple dans ce même multitexte, merci, avec des enjeux plus proprement syntaxiques. On trouve au vers 6 cette séquence « Ruhig fließt der Rhein ». La plupart des traducteurs, 31 sur 41, placent le nom du fleuve à gauche du verbe et à droite un adjectif, silencieux, apaisé, calme, tranquille, lent, ou bien encore un adverbe, paisiblement, lentement, doucement, ou un groupe prépositionnel, sans bruit, en paix, etc. Donc on trouve une structure avec un ordre des mots assez normal pour le français. Donc le nom du fleuve à gauche et à droite un autre élément. Cette organisation syntaxique constitue une norme interne. C'est la solution majoritaire pour l'ordre des mots. Elle révèle un consensus des traducteurs. Parmi les variantes minoritaires, 4 traducteurs calquent l'ordre des mots de l'original en maintenant le nom propre à droite du verbe et à gauche un adjectif ou un adverbe. Par exemple, tranquille coule le Rhin, ou bien paisiblement coule le Rhin, évidemment beaucoup plus marqué. Et les 6 autres adoptent des solutions différentes, par exemple, paisible le Rhin coule, ou du Rhin glisse le flot dormant, etc. Donc ces 10 variantes minoritaires sont identifiables comme singulières par rapport aux autres. Évidemment, ce qui est intéressant à partir de ce moment-là, c'est d'aller regarder quels auteurs font ces choix, à quelle époque, etc. et d'essayer de comprendre cette configuration. Voilà, donc ce sont 2 exemples à une échelle très petite, mais on peut adopter la même démarche à l'échelle du texte dans son ensemble et en observant des phénomènes très différents. À partir du moment où un multitexte est aligné, excusez-moi, merci. À partir du moment où un multitexte est aligné, on peut l'analyser en adoptant des postes d'observation très divers. Donc, dans le développement précédent, j'ai donné des exemples concernant le lexique et la syntaxe, mais tout est possible pourvu que l'on prenne le temps de modéliser l'ensemble des variantes qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire qu'on parvienne à trouver des critères qui permettent de les classer. Alors, mes observables sont assez variés. Je vais les parcourir avec vous pour que ce soit plus concret. Le premier ensemble d'observables, ce sont des métadonnées, c'est-à-dire des éléments associés aux traductions, la date de publication de la traduction, puisque l'historicisation des traductions est importante et que la date permet de constituer des sous-groupes et de comparer. Le type d'ouvrage, je n'entre pas dans les détails, mais j'ai distingué 5 types d'ouvrages qui impliquent des régimes doctorialité différents, puisque la signature de l'auteur d'origine ou du traducteur est plus ou moins importante dans ces types d'ouvrages. Et puis j'ai distingué aussi, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais des types d'éthos du traducteur, 3 images archétypiques que le traducteur peut donner de lui-même sur le critère principalement du métadiscours présent dans l'œuvre. Donc s'il y a une note du traducteur, des notes de bas de page, etc. Donc ce sont ces 3 éthos, traducteur-éditeur, traducteur-critique et traducteur-écrivain. Et puis le deuxième ensemble, merci, c'est une série de données textuelles, alors je vais les parcourir rapidement. La forme d'abord. La forme d'abord, donc prose, vers métrique ou vers libre, présence ou absence de rime, type de maître. Deuxième observable, la longueur relative des versions traduites, c'est-à-dire leur longueur par rapport à la longueur de l'original ou par rapport à la longueur moyenne des versions traduites du même multitexte. C'est un critère qui peut sembler très terre-à-terre, mais en fait qui fait apparaître des choses assez intéressantes. Petite parenthèse. Le lexique, caractérisé dans son rapport à la norme majoritaire, sur la base de l'alignement des mots pleins. Le nombre d'omissions, le degré de répétition, ça je l'ai utilisé uniquement dans les traductions de la Loreley. Le nombre de phrases et leur longueur. Est-ce qu'on peut... Pardon. Merci. La ponctuation. Donc, j'ai travaillé sur la fréquence des différents signes, la position de certains signes que j'ai utilisés comme un indice de la convergence ou de la divergence entre vers et syntaxe pour comparer les versions traduites. Et puis, en fonction du maintien de la structure de la ponctuation de l'original ou non.
J'ai travaillé également sur les adjectifs épithètes, leur nombre par version, ainsi que la proportion de ceux qui sont antéposés ou postposés. La conjonction et, son nombre d'occurrences, fréquence, etc. Et plus récemment, j'ai travaillé sur l'ordre des mots dans le but de comparer l'ordre des mots des versions traduites avec d'une part l'ordre des mots de l'original et d'autre part l'ordre des mots majoritaires dans le multitexte. Je n'entre pas dans les détails, mais si ça vous intéresse, il y a des petites choses de calcul derrière tout ça. Voilà. Et encore plus récemment, j'ai essayé de travailler sur les métaphores, donc un observable que j'ai testé sur les traductions de Sappho. Pour dire vite, il s'agissait de classer les versions selon qu'elles prennent un risque métaphorique par calque de l'original ou non. Voilà, donc pour vous montrer les observables que j'ai utilisés, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres, hein, pourvu qu'on arrive à compter et classer. Et donc, je précise que pour la grande majorité des observables que j'ai mentionnés ici, je me suis efforcée de construire une méthodologie qui me permette de traiter ensemble différents multitextes, c'est-à-dire pas seulement les traductions de Heine, pas seulement les traductions de Leopardi, mais tout ensemble, pour avoir à ma disposition un ensemble de textes plus vaste et un nombre de données plus significatifs, permettant notamment de produire des résultats statistiques, parce que c'est le gros problème des petits corpus. Voilà, donc ces postes d'observation, est-ce qu'on peut... ils permettent de déterminer, comme je l'ai dit, des normes et des singularités selon le principe que j'ai exposé précédemment, et donc d'essayer de les interpréter par deux moyens. Moi, j'ai utilisé essentiellement deux moyens. D'une part, en menant des études de cas contrastifs, par exemple, en comparant des versions françaises d'un même original par différents traducteurs, ou bien des traductions d'originaux différents par un même traducteur. Et puis, deuxièmement, en explorant des corrélations statistiques, donc en me posant des questions comme est-ce que les traducteurs qui choisissent de traduire en vers métriques se distinguent par des choix lexicaux originaux par rapport à ceux qui adoptent la prose ou le vers libre? Est-ce que les traducteurs qui se distinguent par leurs choix lexicaux sont aussi ceux qui se distinguent par l'ordre des mots? Ou est-ce que ce sont deux voies différentes de la singularisation? Et on peut bien entendu aussi se demander si des tendances générales se dessinent, notamment en diachronie. Voilà, alors maintenant que j'ai exposé ma méthodologie d'ensemble, je vais me concentrer sur une question peut-être plus directement en lien avec ce séminaire, celle de la diachronie et des temporalités de la retraduction. Merci. Alors, lorsqu'on a sous les yeux un tel corpus, avec son empan chronologique et le fait que les versions constituent des variantes les unes des autres, aisément comparables, on a tendance à se dire qu'il s'agit d'une aubaine si l'on a envie de travailler sur des phénomènes en diachronie, et notamment sur la langue, puisque dans le cadre général imposé par l'original à traduire, ce qui varie, ce sont les choix linguistiques opérés par les traducteurs. Mais en réalité, les choses ne sont pas si simples. Et je vais le montrer. Je me place sous le patronage de Roland Barthes, qui, au cours de l'une de ses conférences au Collège de France, demandait « De qui suis-je le contemporain? Avec qui est-ce que je vis? Le calendrier ne répond pas bien. » Voilà, donc la question de la contemporanéité, entendue au sens où Barthes l'emploie ici, est centrale dans le cas de la traduction, et tout particulièrement de la retraduction. Il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai choisi aujourd'hui de mettre en valeur 3 éléments pour montrer que dans ces corpus, le calendrier ne répond pas bien. Alors, premier point, donc les interférences qui ont lieu entre la question des formes et celle du temps. Dans de tels corpus, il est difficile d'isoler la variable diachronique de la variable formelle, c'est-à-dire de la forme que le traducteur choisit pour sa version française, donc prose, vers métrique, vers libre, rimé ou non rimé, pour plusieurs raisons. D'abord, ces formes ne se répartissent pas de manière égale dans le temps. Donc voici, par exemple, la configuration de l'ensemble des 4 multitextes que j'ai présentés de ce point de vue. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, vous voyez, je scinde ici le corpus en 2 groupes, avant et après 1914, selon la périodisation séculaire qui a cours en histoire et qui est utilisée dans l'histoire des traductions en langue française.
Et là, on voit bien que le vers métrique est surreprésenté avant 1914 et le vers libre après, ce qui n'est pas une surprise d'un point de vue d'histoire littéraire. Et en réalité, même ce découpage séculaire ne correspond pas, ne convient pas pour ces corpus, puisque en fait, dans de tels corpus, on peut distinguer 3 périodes. C'est le tableau qui va arriver juste après. Voilà. En fait, on a 3 périodes, c'est-à-dire qu'au 19e, le traducteur a le choix entre vers métrique et prose. La période qui s'étend des années 90 à la fin des années 40, c'est une époque de transition. Le corpus entre dans le vers libre entre 1907 et 1947 en fonction des multitextes et sort de la prose entre 1937 et 1946. C'est une époque qui fait charnière entre le texte précédent, marqué par un système binaire opposant prose et vers métrique, et la période suivante qui oppose vers métrique et vers libre. Et donc, au cours de cette période, ces 2 systèmes coexistent et génèrent un système tripolaire. Le traducteur a alors le choix entre ces 3 formes. Alors, il a toujours le choix entre les 3 formes, mais en termes statistiques, c'est ce qu'on voit. On voit qu'ici, le vers libre prend le relais de la prose, entraînant la disparition de la prose. Et donc, à partir des années 50, 1950, les traductions sont soit en vers métrique, soit en vers libre, à quelques exceptions près dans le corpus de Sappho. Et donc, le système est à nouveau binaire. On voit que le maître régresse, mais se maintient en traduction de manière significative, beaucoup plus qu'en poésie française, écrite directement en français. Alors, pourquoi je vous montre ces statistiques? Parce que, en réalité, la forme joue un rôle déterminant pour certains phénomènes linguistiques. Alors, je l'ai montré, je mentionne juste, mais à différents niveaux. Par exemple, pour ce qui concerne le lexique, le choix du maître induit une faible conformité à la norme interne, c'est-à-dire induit une forte originalité lexicale, surtout lorsque le poème est rimé. Et à l'inverse, les traductions en prose sont caractérisées par une très faible originalité lexicale, et celles en vers libre sont intermédiaires entre ces 2 groupes. J'ai constaté la même chose pour ce qui concerne l'ordre des mots. La prose tend à se conformer à la norme interne des multitextes, le vers métrique à s'en éloigner, le vers libre est intermédiaire. Globalement, pour beaucoup de corrélations que j'ai pu tester, la variable formelle joue davantage que la variable historique. Et on le comprend aisément. Les traductions en vers métrique relèvent d'une écriture à contraintes multiples, encore plus lorsqu'elles sont rimées, et l'auteur se retrouve à devoir produire ou se couler dans des cadres divers. D'abord l'original, il ne faut pas l'oublier, l'original qui préexiste, qui possède une structure, une signification, un lexique, une syntaxe, une longueur. Il doit composer aussi avec les systèmes linguistiques qui ne sont pas superposables, mais en plus, il doit composer avec le maître, qui impose des règles rythmiques plus ou moins rigides. Voilà, donc le calendrier ne répond pas bien, d'abord parce que les formes surdéterminent les choix linguistiques et qu'elles ne se répartissent pas de manière égale dans le temps. Ce qui fait que, en réalité, quand on teste des choses en diachronie, il faudrait pouvoir neutraliser la variable formelle. C'est-à-dire qu'il faudrait travailler avec des corpus encore plus grands que ceux avec lesquels je travaille pour l'instant. Voilà, donc la première raison qui fait que le calendrier ne répond pas bien. Mais il ne répond pas bien aussi parce que retraduire implique un mode d'inscription particulier dans la temporalité. C'est ma diapositive, merci, suivante. Comme ce sont les phénomènes de singularisation qui m'intéressent, j'ai été amenée à me poser la question de l'innovation, c'est-à-dire de l'inscription de l'œuvre dans la temporalité de l'ordre de la rupture. L'œuvre innovante, c'est celle qui introduit la nouveauté, que celle-ci devienne une norme ou non par la suite. Mais mobiliser le critère de l'innovation dans un corpus de retraduction implique de prendre en compte une double temporalité, externe et interne, que je vais illustrer au moyen de 2 exemples lexicaux très simples. La temporalité externe au corpus est celle des évolutions qui ont lieu dans le champ littéraire et dans celui de la traduction, ainsi que dans les usages de la langue, qui sont susceptibles de se réfracter dans la manière de traduire. Il est évident qu'on n'écrit pas et qu'on ne traduit pas de la même façon en 1835 et en 2020 pour prendre les 2 bornes de mon corpus. Donc, par exemple, l'exemple que vous voyez affiché ici, c'est les traductions de Jungfrau,
vous voyez que la majorité des traducteurs de la Loreley au XIXe siècle utilisaient le mot vierge, 11 traducteurs sur 18, alors qu'ensuite, la plupart choisissent une solution alternative, 14 sur 21, femme, fille, jeune femme, jeune fille. Évidemment, ça ne s'explique pas par une évolution de l'interprétation du poème de Heine, par exemple, mais par une transformation externe, celle de la société dans son ensemble, que la langue réfracte, où la religion recule et où la virginité, symbolique ou réelle, cesse d'être un trait pertinent pour définir ce qu'est une femme désirable. On pourrait en dire un peu rapidement. Voilà, donc de manière analogue, le fait que le terme fille ne soit utilisé seul que depuis 1991 témoigne d'une évolution de la langue, le mot n'ayant plus guère aujourd'hui les connotations péjoratives qu'il avait auparavant. Donc ça, c'est les évolutions externes. Et de fait, ce type d'évolution pourrait sans doute s'observer aussi dans des corpus qui ne soient pas constitués de multiples traductions d'un même original. Par exemple, si on observait la manière dont un même mot présent dans des originaux différents est traduit au fil du temps. Mais retraduire, ce n'est pas exactement la même chose que traduire, et une autre temporalité s'impose. En effet, lorsqu'il retraduit, le traducteur doit se différencier de ceux qui l'ont précédé. Si on publie une nouvelle traduction, ce n'est pas pour refaire la même chose. Donc, il faut moderniser la traduction, proposer une nouvelle interprétation du texte d'origine, faire des choix d'écriture ou de forme nouveaux, etc. Et donc, certaines évolutions ont lieu de manière interne, c'est-à-dire que la norme se modifie à mesure que l'on retraduit, chaque traducteur prenant en compte dans une mesure variable les versions de ceux qui l'ont précédé ou au moins une partie d'entre elles. Donc, voici par exemple comment les 17 traducteurs du sonnet de Keats traduisent le mot « sleepless ». Et on voit bien comment la norme évolue. Alors que, par exemple, Gallimard se singularisait en 1910 en choisissant « sans sommeil » par rapport à ses prédécesseurs qui utilisaient « infatigable », ce même choix lexical par L. Être en 2009 n'a plus la même valeur. Pardon, je me suis perdue. Et vous voyez l'apparition du recours au néologisme insomnieux par Char et sa traductrice, et sa co-traductrice, Tina Jolas, en 1981. Donc, ce choix était très singularisant. J'aimerais en dire quelques mots parce que c'est intéressant de voir comment il se reproduit, devient finalement une norme à l'intérieur du corpus qui suit. Or, en l'employant, Char a posé sa marque octoriale à la traduction de Keats. Puisque, en effet, pardon, ça n'a pas marché. Voilà, merci, pardon. En effet, donc ce mot insomnieux était utilisé antérieurement dans sa propre œuvre, en particulier dans un poème intitulé Évadné, publié dans Fureur et Mystère, le vent insomnieux qui nous ride la paupière. Vous n'avez pas tout le poème de Keats, mais le mot paupière se trouve également, ou œil, dans le poème de Keats. Plus globalement, l'insomnie, c'est une image importante dans l'œuvre de Char, et on peut citer par exemple son aphorisme connu, la poésie vit d'insomnie perpétuelle. Peut-être que chez Char, insomnieux est aussi une réminiscence de Saint John Perse qui utilise le même adjectif dans Pluie, quelques années avant, 1942. Seigneur terrible de mourir, voici la terre fumante au goût de venaison, l'argile veuve sous l'eau vierge, la terre lavée du pas des hommes insomnieux. Voilà, donc ce mot est un exemple de la manière dont peut s'opérer une circulation de la poésie originellement écrite en français vers la traduction. Et cette circulation peut induire des modifications de la norme interne. Et donc, je reviens là à ce tableau. Le néologisme utilisé par Char, vous voyez qu'il est repris ensuite par Davreux, 1990, puis Elrod, en 2000. Ce choix n'est alors plus innovant, hein, même s'il reste original, mais il se met à marquer une filiation charienne un peu déstabilisante dans une traduction de Keats tout de même. Voilà, donc l'originalité au sens d'innovation a donc un sens très différent en fonction des cas observés et du point de vue adopté. C'est-à-dire que la nouveauté, un écart à la norme envisagé dans une perspective diachronique, peut être indexé à une évolution externe ou bien interne, et les deux dynamiques souvent interagissent. Bon.
Ça, j'en reparle pas. Voilà. Mais cette interférence de deux temporalités est un point que je trouve particulièrement difficile à traiter lorsqu'on observe les évolutions en diachronie d'un corpus de traduction. Et je vous avoue que je n'ai pas tout à fait répondu à la manière dont on peut traiter ces évolutions internes. Mais il y a encore une autre difficulté. C'est la possibilité qu'a le traducteur de brouiller les cartes du calendrier, si on peut dire, par ses choix de traduction. Et ce sera le développement suivant. De qui l'auteur traduit est-il le contemporain? Puisque, en effet, lorsque l'écrivain d'origine et le traducteur sont éloignés l'un de l'autre dans le temps, le traducteur fait des choix qui peuvent, de manière plus ou moins marquée, lier sa version traduite à une poétique, à un état de la langue identifiable par le lecteur français, donc propre à une époque, à un courant ou même à un écrivain spécifique. Et ainsi, il peut déplacer sa traduction non seulement d'une ère géographique et culturelle à une autre, mais aussi d'un moment historique à un autre. Et j'en donnerai 4 exemples, depuis un phénomène très ténu, donc un trait d'union, jusqu'à un cas très exceptionnel. Alors, le premier exemple est celui dans lequel le phénomène que je vais commenter est le plus ténu. En 1998, Jean-Charles Végliand, dont je ne suis pas sûre de prononcer correctement son nom, traduit L'infini de Léopardi. Donc, vous avez son poème à la page 4 du polycopier. Je ne sais pas si je prends le temps de lire quelques poèmes pour la fin ou si on est pressé par le temps. On n'est pas pressé par le Ok. temps. Donc, je vous lis au moins sa version, même si je vais commenter que le trait d'union. Hein, donc ça. Alors, attendez. Voilà. Je vous lis sa version. C'est en haut de la page. Toujours ce coteau isolé me fut cher, et cette haie qui interdit au regard tant de parties d'un horizon plus lointain. Mais assis devant cette vue, des espaces au-delà sans limite de surhumain silence, la tranquillité très profonde, je forme en ma pensée. À quoi pour un peu s'effraierait le cœur, et comme j'entends bruire le vent parmi ces plantes près, le silence infini là-bas, je le compare encore à cette voix, et me revient l'éternel, et les saisons défuntes, et la présente, et vive et le son d'elle. Ainsi, parmi cette immensité, c'est dur à lire, avec tous les rejets, ainsi parmi cette immensité, ma pensée va s'engloutir, et le naufrage m'est doux dans cette mer. Voilà, donc sa version. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je l'avais annoncé, au vers 6, cet usage du trait d'union pour très profonde, qui est clairement en 98 un archaïsme. Hein, l'usage du trait d'union entre l'adverbe et l'adjectif qu'il modifie est tombé en désuétude. Alors vous savez sans doute bien mieux que moi, mais depuis un bon siècle. Hein, j'ai vu que l'Académie française le supprime en 1877, donc déjà que c'était déjà un peu archaïsant à cette époque. Voilà, donc on a cet élément typographique très ténu, mais que je trouve saillant dans un texte qui, par ailleurs, n'est pas marqué par un style daté ou par une langue archaïsante. Et lorsque j'ai repris sa version pour une anthologie des traductions de l'Infini en 2018, je lui ai écrit quand même pour lui demander si c'était une coquille ou pas. Et voilà, non, il m'a bien précisé qu'il tenait au maintien de ce trait d'union. Soit. Voilà, donc on a ici un signal qui est assez surprenant. Et dans l'essai critique qui accompagne cette version dans son édition de 98, le traducteur explicite, son intérêt pour la langue. Je le cite, « La pensée et la poésie ont en elles-mêmes leur propre dépassement, leur au-delà sans religiosité, dût-il en donner comme certaines expériences de l'infini le vertige. Aussi, le mot est-il porteur dans sa forme même, son agencement, ses strates temporelles, sa variation morphologique, etc., de l'intégralité du message que des humains puissent échanger en le confiant ici à un texte. » Voilà, alors le traducteur donne de lui-même ici une image d'expert, hein, voire d'érudit, je ne commenterai pas ici, mais en tout cas, par ce petit indice typographique, il archaïse sa traduction, si on peut dire archaïser, hein, mais je vais utiliser ce néologisme. Il archaïse sa traduction en la rapprochant de l'époque de publication de l'original. Il y ajoute, pour reprendre l'expression qu'il emploie dans le passage cité, une strate temporelle, très ténue. Voilà, donc ça c'est le premier exemple qui est très limité. Dans le deuxième exemple, merci.
je vais m'intéresser à un phénomène plus visible. C'est le choix lexical opéré par les traducteurs de la Loreley pour traduire les 4 mots allemands qui apparaissent en rouge sur la diapositive. Le mot Schiffer, répété au vers 17 et 22, ainsi que Kleinen Schiffer et Kahn au même vers. En français, merci. Pour traduire ces mots allemands, on distingue dans le corpus 2 séries. D'un côté, une série de mots qui ne sont pas étiquetés comme poétiques dans les dictionnaires et qui sont majoritaires. Le nombre d'occurrences est entre parenthèses. C'est la colonne de gauche, par exemple, pour les plus fréquents, batelier ou baraque. Et puis de l'autre côté, des mots étiquetés comme poétiques. C'est la colonne de droite, notonnier, nocher, esquif, nacelle, carène, nef. L'emploi d'un mot de cette seconde série a pour effet, bien entendu, un surmarquage poétique historiquement situé. Je renvoie notamment à la thèse d'Aurélie Frighetto, qui a été soutenue ici. Penser le mot poétique au XIXe siècle, entre discours lexicographique et pratique littéraire, je crois que j'ai mis la référence au bas de la diapositive, qui montre la régression de ce matériel lexical étiqueté comme spécifiquement poétique dans la poésie de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Et donc, merci, pardon. Et donc, on n'est pas surpris de constater qu'avant 1914, les traducteurs utilisent en moyenne, plus souvent, la série des mots étiquetés comme poétiques qu'après. Par contre, vous remarquez peut-être dans ce tableau que plus de la moitié des auteurs postérieurs à 1914 utilisent au moins un mot de cette série. On note cependant que l'éventail se resserre. C'est surtout le mot esquif qui est utilisé après 1914, plus rarement nacelle, notonnier et nef. Quant aux mots nocher et carène, ils ont disparu. Comme au siècle précédent, l'effet de ces mots est de délivrer un signal de poéticité stéréotypée, mais en plus d'archaïser la traduction, qui se rapproche ainsi de l'époque de l'original, comme dans l'exemple précédent, mais grâce au lexique. Et sans doute que ces mots permettent de rattacher ces versions traduites à l'esthétique romantique. Donc là, on voit aussi comment les cartes sont brouillées, c'est-à-dire que vraisemblablement, dans la poésie écrite en français, on n'aurait pas une telle proportion de poètes utilisant encore ce type de mots autant qu'au 19e. Voilà, donc ça... voilà, j'ai perdu le début de ma phrase, pardon. Mon troisième exemple, merci, concerne des éléments linguistiques et stylistiques très variés, mais je ne vais faire que les survoler parce que j'ai consacré un chapitre de l'ouvrage qui circulait tout à l'heure, si jamais cela intéressait quelqu'un. Donc, je vais simplement les survoler. Mais donc, ça concerne le sonnet de Keats, Bright Star. Donc, vous savez peut-être que ce sonnet est réputé, l'auteur était réputé être son dernier poème. En fait, c'était pas son dernier poème. C'est la raison pour laquelle il a été beaucoup traduit. Et donc, il est publié en anglais de manière posthume en 1838, mais sa première version française, à ma connaissance, date de 1907. J'en ai pas trouvé d'antérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien qu'ayant été traduit qu'à partir de 1907, la plupart des traducteurs donnent dans leur traduction une image de Keats en poète romantique, le restituant à son époque. Alors, c'est le cas, par exemple, de la version de... Alors, Wagmans ou Wagmans, je ne sais pas, il est belge, mais je ne sais pas comment on prononce. Je vous la lis. C'est à la page 3. Voilà. Il pas en anglais, je lis juste la première traduction. Donc, elle est en vers libre. Brillante étoile, puissais-je constant comme tu l'es, non pas suspendu en une solitaire splendeur à la voûte de la nuit, veillé de mes paupières éternellement décloses, comme l'ermite patient et sans sommeil de la nature, sur les mouvantes eaux dans leurs tâches sacerdotales, de pure ablution autour des humaines grèves de la terre, contempler le doux masque nouvellement tombé de la neige sur les montagnes et les landes. Non, mais toujours fidèle, toujours immuable, reposer sur le sein épanoui de ma belle amante, sentir à jamais son doux rythme, éveiller à jamais en une délicieuse insomnie, toujours, toujours entendre sa tendre respiration, et ainsi vivre éternellement ou m'évanouir dans la mort. Voilà. Donc, vous voyez que dans cette version, je n'entre pas dans les détails, mais cette image de Keats en poète romantique, ou du locuteur du poème en poète romantique,
se construit par l'intermédiaire d'éléments divers, en particulier la mise en scène énonciative et le point de vue construit dans le texte, ainsi que par des choix lexicaux, hein, par exemple ces mots très romantiques, constants, fidèles, hein, par exemple. Et puis, vous avez peut-être remarqué que s'ajoutent des marqueurs de poéticité stéréotypés, par exemple l'emploi du participe déclose, on entend Ronsard, ou encore la très fréquente, je ne sais pas si elle vous a frappé lors de la lecture, est-ce que vous pouvez... La très fréquente antéposition des adjectifs épithètes, hein, voilà, là il y en a vraiment beaucoup. Donc des marqueurs très stéréotypés. Donc comme la plupart des traducteurs de ce texte, par ses choix lexicaux, ici avec une certaine visibilité quand même, Wagmans, par ses choix linguistiques et stylistiques, il rapproche la traduction, ou il veut rapprocher la traduction de l'époque de publication de l'original. Un autre traducteur, dont je vais vous lire la version, d'Andrea, en 1996, fait un choix bien différent. Il réénonce le sonnet sous une forme qui le déplace dans le temps pour le rendre contemporain de ses lecteurs. Alors, je vous lis sa version. Elle est aussi à la page 3. Voilà. C'est de 14 syllabes, je vais essayer de ne pas me tromper. Resplendissante étoile, être à ton image immuable, non suspendue en pleine nuit, splendide isolement, tel l'ermite de l'univers veillant infatigable et suivant du regard l'œil ouvert éternellement, le mouvement des eaux qui, à leur tâche rituelle, baignent les rives de la terre en pur ablution, ou contemplant le léger masque de neige nouvelle, tendrement répandu sur les bruyères et les monts, non, pourtant toujours immuable, inchangé, appuyé, contre le jeune sein en fleurs de ma beauté chérie, pour en sentir toujours le doux va-et-vient régulier, à jamais éveillé en une inquiète songerie, l'entendre qui reprend son tendre souffle, encore, encore, et vivre ainsi toujours, ou bien me fondre dans la mort. Voilà, vous voyez que ce texte déploie un lyrisme fort, signalé en particulier par l'usage de la ponctuation, par certains choix lexicaux, mais que l'expression lyrique a pour particularité dans cette version d'avoir une portée générale et universelle. L'expression lyrique est l'objet d'un travail de désancrage qui, le 10 juin, de l'expérience particulière du locuteur, en particulier parce que le premier verbe du poème est à l'infinitif. Je ne sais pas si ça vous a frappé. Être à ton image immuable. Et évidemment, contrairement au subjonctif, ce mode ne marque pas la personne, ce qui change totalement le poème. Ça peut sembler un détail, mais dans la suite du poème, on a toute une série de verbes à des tiroirs verbaux non personnels, participe présent et passé, infinitif. Et donc, le gommage à l'initiale du texte de l'ancrage déictique engage l'interprétation de l'ensemble de ces formes verbales. Et en ce sens, la version de d'Andrea s'ancre dans le mouvement de renouveau du lyrisme des dernières décennies du XXe siècle, où de nombreux poètes font une place importante à l'expression du sujet, mais sous une forme distanciée. Alors, je n'entre pas trop dans les détails, mais cette traduction met par ailleurs en scène de manière particulièrement marquée le surgissement de la parole poétique dans la mort, ce qui est également une thématique très contemporaine, et un rapport au temps qui met en tension l'immuable et l'éphémère, on pense à Chapotet, Bonnefoy, et l'ensemble compose une réannonciation assez fortement marquée par la poésie contemporaine, avec une forme de quête spirituelle. Vous voyez qu'on a une réénonciation du poème très différente dans le temps. Et alors, entre ces deux extrêmes, traduire Keats donc comme un poète romantique, le restituant à son époque, ou bien comme un poète d'aujourd'hui, on a une troisième traduction que je vais lire, c'est celle de Matet, qui, vous connaissez peut-être ce poète suisse, et en 1950, il fait de Keats un contemporain de Mallarmé. Mallarmé qui n'est ni de son époque, hein, puisque c'est 50 ans avant Matet, ni de l'époque de Keats, voilà, hein, donc entre les deux. Alors, je vous lis ce texte que je ne vais pas commenter dans les détails, mais vous allez tout de suite entendre les accents mallarméens de cette version. C'est des alexandrins. Étoile, que ne suis-je toi, ferme à briller, non pour ouvrir là-haut d'éternelles paupières, vestale au pur éclat des espaces stellaires, dont la foi patiente, assidue à veiller, scrute les mers lavant d'un lustral privilège, nos rivages mortels où laissent ses regards, au-dessus des sommets se plaire au masque épars, moelleusement posé par une jeune neige. Non, mais toujours semblable, étincelant toujours, pour goûter sur les seins fleuris de mon amour,
oreiller langoureux qui s'enfle et qui se creuse, l'émoi perpétuel de leur houle berceuse, et fidèle veilleur de son souffle léger, vivre indéfiniment ou pâmement, expirer. Voilà. Donc, vous aurez sans doute entendu les accents malarméens, dus notamment à des choix lexicaux, par exemple dans les purs éclats des espaces stellaires ou l'avant d'un lustral privilège. Et puis, plus subtilement, on va dire, dans le réseau qui construit les figures opposées de la Vestale dans la première partie de la traduction et de la nymphe, qui sont deux figures féminines importantes chez Mallarmé. Et puis, les accents malarméens reposent également sur une organisation syntaxique marquée par des procédés de brouillage qui font hésiter sur l'incidence de certains mots ou de certains groupes qui sont liés par le sens ou par la syntaxe, mais dont la relation n'est pas claire ou univoque. Voilà, alors les choix de ces trois traducteurs ont des enjeux esthétiques et poétiques, mais ils ont pour effet de situer Keats différemment dans le temps, le donnant à lire donc comme un poète romantique, néolyrique ou symboliste. Là encore, le calendrier ne répond pas bien. Le dernier exemple que je donnerai, sur lequel je vais passer plus vite, parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, il est exceptionnel parce qu'il s'agit du cas d'une supercherie littéraire. Alors, juste avant la première traduction du poème de Sappho que j'ai retenu dans mon corpus, alors je me suis arrêtée en 1835 parce que j'ai buté sur cette traduction. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette version? Et j'ai décidé de ne pas la mettre dans mon corpus. Mais je suis allée voir après, voilà, un peu de plus près. Et donc, on trouve cette traduction datée de 1826, signée de Clotilde de Surville. Alors, je vais la lire. Je ne vais pas tout mélanger. J'espère que je la lirai correctement. En tant que moderniste, je vais En faire comme prononciation ça. un peu 16e. Non, non, ça, je vous laisse si vous voulez. Si quelqu'un veut la lire en prononciation 16e. Voilà. Je palpite, la laine me manque, je meurs. Où suis-je affreux... Pardon, c'est sur la page 4. Où suis-je, affreux réveil, ô déesse ennemie? Pourquoi me va rendant à d'impuissants désirs, quand sur la mer d'amour, en tel flot de plaisir, je nageais endormi? Il me fuit, n'est-il donc mettre en tout, pardon, il me fuit, n'est-il donc mettre en tout de mon sort? Il me fuit et je vis, trop cher tyran, arrête. Si je l'adore en vain, frappe, me voilà prête, ou ton cœur, ou la mort. Je lis très mal. Mais pour qui n'a d'espoir, il n'est aussi de crainte. Ah, n'est-ce donc bonheur que t'aimer sans espoir, s'immoler tout entière au charme de te voir et brûler sans contrainte. Dieu revient, tendre amour dont j'épuisais les traits, rends belle ta victime au père de ton image, ou mon vainqueur ardent, comme ardent est l'hommage que j'offre à ses attraits. Voilà. Pas prévu de lire ces textes. J'ai un peu buté là. Pardon, allez-y. Voilà, donc 1826, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, en fait, c'est cette Clotilde de Surville, c'est une prétendue poétesse du XVe siècle. Alors, je pense que les spécialistes de la langue du XVe vont dire que ça pourrait pas être du XVe, qui est donc dotée d'un récit de vie fictif qui a été imaginé par un homme, bien entendu, Joseph-Étienne Surville, mort en 1798. Alors, visiblement, la supercherie n'a pas été découverte tout de suite, puisqu'au cours des premières décennies du 19e siècle, il a été pas mal discuté si c'était une supercherie ou non, et tout le monde n'était pas d'accord. Et donc, parmi les poèmes qui lui sont attribués, figure cette traduction de l'Ode à l'aimé de Sappho. Alors, j'ai échangé rapidement hier ou avant-hier sur la langue de cette traduction avec mon collègue Philippe Selos, qui est spécialiste du français préclassique et classique, et qui a eu la gentillesse de me faire un commentaire passionnant et très précis de la graphie, de la syntaxe et du lexique, dont je ne peux pas rendre compte ici parce que j'en ai pas, voilà, je sais pas mon domaine d'expertise. Mais en tout cas, ce que ces commentaires font apparaître, c'est que de nombreux traits linguistiques, je lui ai donné aucun détail. Je lui ai dit, à ton avis, de quand est daté ce texte, etc. Donc, de nombreux traits linguistiques seraient vraisemblables dans un texte produit au XVIe siècle, mais pas au XVe, et que de toute manière, beaucoup posent problème, même pour le XVe. Certaines graphies, ouais, une syntaxe trop moderne, un lexique, me dit-il, stéréotypé, pastichant le style de la Pléiade et même Corneille et Racine. Voilà, donc beaucoup d'éléments qui sont invraisemblables. Évidemment, c'est un cas à part,
mais qui me semble intéressant pour deux raisons. D'abord parce qu'il montre sous une forme caricaturale ce qui est une potentialité de la traduction. Rien n'oblige le traducteur à rendre le texte contemporain des lecteurs pour lesquels il traduit, même si c'est un parti que prennent les traducteurs. Il peut situer son texte n'importe où dans le temps, entre le moment originel de son écriture et celui de sa traduction. Et deuxièmement, ce texte représente un imaginaire de la langue préclassique stéréotypé, visiblement, et la question des imaginaires de la langue est très importante dans la traduction. Et là, je pense qu'il y a un intéressant chantier de recherche, identifier quelle forme de langue et quel procédé stylistique les traducteurs utilisent lorsqu'ils veulent délivrer des signaux pour que les lecteurs identifient une esthétique ou un état de la langue antérieur à la date de publication. Et c'est pour ça que le cas du trait d'union me semble intéressant, parce que c'est vraiment un élément d'imaginaire de la langue qui enclenche immédiatement une certaine lecture, un certain effet. Voilà, donc c'est un cas stéréotypé, hein, enfin extrême, mais que je trouve malgré tout intéressant et que j'aimerais bien creuser. Voilà, donc quelques mots en conclusion. Je ne reviendrai pas sur les potentialités que représente le travail sur des multitextes traduits. Je vous avoue que je m'en lasse pas. J'aime bien aussi les tableaux Excel, il faut dire. Et donc, je ne reviens pas sur ce plan et je vais conclure simplement sur la question complexe des relations de la traduction à la temporalité. Dominique Magno montre que contrairement à d'autres types de discours, ce qu'il appelle les discours constituants, parmi lesquels les œuvres littéraires, mais aussi les textes religieux, donc les discours constituants, contrairement aux autres discours, sont indéfiniment lisibles. C'est son expression. Alors, je vais prendre le temps de lire ce passage qui évoque ces discours constituants qui sont pris par nature dans un cadre herméneutique. Tout texte inscrit dans ce cadre herméneutique se voit prescrire un certain statut pragmatique, un mode d'existence dans l'interdiscours. Il est un monument, toujours au-delà de la contingence des interprètes, qui s'attache à lui et dont on s'efforce de restituer et de préserver le signifiant dans son authenticité. Il faut bien que ce texte soit réputé profond pour qu'on puisse et qu'on doive le soumettre à interprétation, mais il faut bien que le texte soit soumis à interprétation pour qu'on puisse le dire profond. Chaque nouvelle lecture vient complexifier le dédale des interprétations en refermant un peu plus le texte sur son propre dédale. D'un côté, l'interprète doit s'approcher au maximum de la source pour être légitime et donc affaiblir l'énigmaticité du texte. D'un autre côté, il faut que ce texte soit à jamais inaccessible pour donner de la valeur à son interprétation. La pluralité irréductible des interprétations littéraires s'enracine ainsi dans une réserve constitutive. Les interprètes auront beau faire, il est établi qu'ils ne pourront épuiser l'herménéia, la parole essentielle que la source réserve à qui sait lire Shakespeare, Homère, Rabelais. Voilà, j'ai lu l'intégralité de ce passage parce qu'il pourrait, tel quel ou presque, décrire le rapport qui s'établit entre le traducteur, qui est à la place de l'interprète, et le texte originel, ou original, comme on dit en traduction. Puisqu'en effet, c'est l'existence de ce cadre herméneutique qui explique la multiplication des traductions, la retraduction, et notamment pour la poésie. La traduction étant une interprétation, elle n'est jamais définitive, d'autant que le cadre herméneutique varie historiquement, mais aussi selon les groupes et les individus. Pour la traduction aussi, le mouvement est circulaire. Le texte littéraire étant perçu comme discours constituant, il appelle à une réinterprétation-retraduction, et c'est en même temps la multiplication des interprétations-traductions qui légitime le texte comme discours constituant. Se crée alors un stock de traductions avec lesquelles le nouveau traducteur compose, qu'il prend en compte et qui, dans le même temps, referme le texte sur son énigme. Aucune traduction n'est définitive. L'historicité des formes de la langue et la nature foncièrement herméneutique de la traduction littéraire impliquent une mise en concurrence toujours possible des versions traduites. Et elles fondent donc le mode d'inscription particulier du texte traduit dans la temporalité, qui met en tension ce discours original, supposé indéfiniment lisible mais inaccessible au lecteur, au moins en langue étrangère et en théorie, sinon on ne traduirait pas, et la forme traduite sous laquelle il est réénoncé, essentiellement transitoire. Et donc, traduire est toujours un appel à retraduire, surtout dans le domaine de la poésie. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour
cette belle présentation qui vient vraiment du côté de l'histoire de la langue. Et encore merci d'avoir fait ce pas, qui n'était pas évident, qui n'était certainement pas évident au départ. Je donne la parole peut-être à la salle pour commencer, pour les questions. Oui, Mathilde? J'ai une question un peu de curiosité méthodologique. Tu disais que tu voulais donner un prolongement statistique à ton travail, peut-être en utilisant des généralisations ou des calculs. Je me demandais comment tu pensais faire par rapport au premier tableau que tu as montré avec toutes les variantes de traduction. Tu t'as déjà envisagé la façon de le faire parce que je me demandais comment c'était possible. Tu parles du tableau Excel, là, l'espèce de grand machin. Avec toutes les traductions, voilà, celui-là. Celui-là. Oui. Alors ça, je l'ai déjà fait au niveau lexical, je l'ai déjà fait, mais de façon manuelle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire avec Excel, en utilisant Excel pour compter. Ce qui sur ces corpus c'était quand même pas trop difficile, même si voilà, ça m'a pris quelques journées. Mais en fait, surtout mon objectif, c'est d'arriver à imaginer comment je pouvais calculer un indice qui soit applicable à tout un multitexte et qui rende les multitextes comparables. C'est-à-dire en fait, pour le lexique, là, j'ai calculé un indice d'originalité lexicale qui permet d'attribuer un score à chaque version en fonction de ce que le mot est utilisé beaucoup par les autres ou pas beaucoup par les autres. Enfin, pour dire les choses un peu simplement. Et donc ça marche. Ça, c'est la chose que j'ai fait manuellement. Oui. Mais le problème, c'est qu'on peut pas le faire sur des grands corpus. Par exemple, sur toute une œuvre, on peut pas le faire manuellement. Donc, je sais pas, si je continue, je réponds à ta question ou ouais, ok, d'accord. Non, mais je sais pas. Voilà, c'est ça. Et du coup, avec Olivier Crève, donc qui est un collectaliste de Grenoble, que j'ai harcelé pendant longtemps pour me dire regarde comment je galère avec mes tableaux Excel. Bon, bref. Et donc, on est en train, ça marche déjà, de faire on est en train de le tester, un aligneur automatique. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre avec une IA, en fait, les modèles multilingues qui existent déjà, donc avec 109 langues, qui sera capable d'aligner des textes traduits dans 109 langues différentes. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un original, par exemple en italien et les 40 versions en français, mais qui alignera, donc qui va faire une lématisation, etc., et qui va aligner au niveau des mots pleins, au niveau des groupes, donc des syntagmes, et au niveau des mots pleins. À partir du moment où on a ce tableau-là, pour calculer des statistiques, c'est facile en fait. Le problème, c'est l'alignement. Voilà. Ouais, c'est ça. Par exemple, tout un recueil, c'est impossible. Enfin, pour aligner Heine, pour vous donner une idée, c'est 3 jours. Les mots pleins seulement. Un tout petit poème. Donc, sur un recueil, c'est pas possible. Ouais. Dans la lignée de cette question d'alignement, parfois il arrive qu'une idée soit exprimée dans un mot dans le texte original et que le traducteur choisisse de la reporter sur un autre mot. J'ai pas vu d'exemple précis là dans les traductions qu'on a examinées, mais ça vous dit quelque chose? Oui. Tout. Comment fait-on en ce moment-là? Alors en fait, ce qui est assez étrange, c'est que quand j'ai commencé à faire ça, c'est mon collègue Olivier Crève qui avait l'habitude d'aligner, qui m'a dit, tu vas voir, c'est facile d'aligner. En fait, on croit que c'est compliqué, mais même au niveau des mots-outils, on y arrive. Voilà. Et en fait, dans les poèmes, ça m'est rarement arrivé que vous voulez dire, par exemple, un mot est omis et son contenu sémantique est reporté sur un autre mot. Ça arrive, et dans ces cas-là, dans mon tableau, c'est une omission. Il y a une omission. De toute façon, il y a des problèmes, mais dans les poèmes, je crois que les mots pleins, globalement, ils sont tous là. Ouais. Ouais. Après, je pense que s'il y en a une des romans, c'est autre chose. Alors là, ça doit être plus difficile. Il y a des ajouts aussi parfois des traducteurs. Parce que tout à l'heure, là, j'ai vu Guy qui a ajouté le soir, mais j'ai cherché dans le texte original, il n'y a pas de soir. Alors, il y a beaucoup d'ajouts. Et plus on est au 19e, plus il y a des ajouts. Oui. Il y a carrément dans certaines versions du 19e, il y a 2 vers qui sortent, qui sortent vraiment de nulle part. Donc là, oui, mais ça fait partie des choses. Ouais. Voilà, c'est ça, il vient de nulle part. Ouais. Si, il est question du soir plus haut dans le poème. Ah, ben voilà. Voilà. Alors du coup, ça pose la question de cet alignement. Voilà.
Normalement, alors l'alignement manuel, il fait comme il peut Mm. avec la mémoire humaine pour Mm. identifier les liens. Je pense que de ce point de vue-là, l'alignement automatique sera plus efficace. Oui, Ouais. d'accord. Mm. Mais en effet, c'est un problème. De toute façon, l'alignement, il y a forcément des erreurs et il y a des décisions, Mm. Mm. quel que soit l'outil. Mm. Oui, Oui, en fait, quelque chose pour faire suite à votre question. Est-ce que vous avez montré, donc effectivement, avant 1914, on traduit donc d'une certaine façon, donc, il y a des lexèmes qu'on préfère, et puis après, il y en a d'autres. Est-ce que à partir de là, vous pouvez arriver à établir des modèles de traduction? Dire qu'en fait, il y a un certain modèle qui correspond à une telle époque, et puis donc ce modèle, il change à partir de telle ou telle année, ou enfin peut-être décennie, etc., pour un autre modèle. Et est-ce que vous pensez aussi que les traducteurs, bon, il y a quelque chose de l'ordre de culture, donc les traducteurs peut-être n'en sont pas conscients. Donc il y a des choix qui sont des choix, on va dire, de culture prévalente dans ce milieu-là, et pas les choix conscients du traducteur. Hmm. Euh, alors, par modèle de traduction, vous voulez dire pour un poème ou globalement, Oui, ou en général, on va dire l'histoire de la traduction. plus généralement. Ouais, plus généralement, en fait, pour moi, la bascule en termes traductologiques, c'est-à-dire le moment où il y a rarement des omissions, rarement des ajouts. Quand c'est possible, l'ordre des mots est calqué, en étant conforme au français. C'est-à-dire qu'il y a quand même un modèle qui se dégage suite à l'intervention, enfin, le virage traductologique. Pour moi, c'est vraiment dans les corpus, ça se voit dans les années 80, 1980. Donc, en fait, l'idéal, ce serait de comparer aussi ce qui se passe après 1980 et ce qui se passe avant. Euh, Parce qu'en fait, alors au 19e, c'est vraiment un modèle qui est très libre, hein. Enfin, en gros, les traducteurs font ce qu'ils veulent. Je caricature un peu, mais voilà. On a la période Première Guerre mondiale 1950, où là, ça commence à changer. Et puis ensuite, on a la période 1980. Voilà ce que je vois du point de vue traductologique. Euh, donc en fait, ça s'est illustré par le fait que quand j'ai aligné les textes, en fait, je commençais toujours par les versions des années 1980, parce qu'elles sont plus faciles. Et puis je revenais dans le temps, parce que quand on arrive au début du 19e, c'est de plus en plus difficile. Donc voilà pour les modèles traductologiques qui correspondent pour le coup assez bien à l'histoire de la traductologie, avec Berman. Et alors sur les choix conscients et inconscients, alors là, je sais pas. Évidemment, on ne peut pas être dans la tête du traducteur, parce que mais parfois, donc, il y a des traducteurs qui parlent aussi de leur façon de faire, etc. Donc, Ah. parfois, il y a des métadiscours Hmm. sur la traduction. Vous Mais avez bon, parlé d'éthos du traducteur. Voilà. oui. D'accord. Peut-être dans les prologues. Voilà, alors, bon, voilà, la question de la conscientisation, ça, je sais pas, mais par contre, c'est vrai que pour moi, les traducteurs les plus bavards qui parlent de leur pratique, c'est les traducteurs critiques. Pas surpris, hein, c'est des gens comme nous, voilà, qui écrivent une grande tartine à l'introduction sur l'auteur, sur la manière de traduire, etc. Donc, ça, c'est des gens qui sont très prolixes sur leur production, puis qui font des articles par ailleurs, voilà. Les traducteurs écrivains, ils sont beaucoup moins bavards. Par contre, c'est des créateurs. Dans la manière dont voilà, dont ils donnent une image d'eux-mêmes, dans le texte et parfois dans un petit paratexte, mais un petit peu moins. Et puis les plus compliqués, en fait, c'est les traducteurs-éditeurs. C'est les gens qui sont parfois anonymes, où il y a juste une initiale, on ne sait pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Il n'y a aucun métadiscours, parfois une rare note, mais très factuelle. Et eux, on ne sait pas du tout. C'est vraiment des gens qui s'effacent derrière le texte, derrière l'œuvre de l'écrivain. Et là, on ne sait pas comment ils traduisent, selon quelle logique. Voilà. Pour moi, c'est les plus difficiles à appréhender. Et c'est aussi celles qui sont le plus souvent en prose, qui sont souvent les moins singulières, c'est-à-dire qui vont plutôt se conformer à la norme, vont prendre le moins de risques. Donc ça, c'est vraiment pour moi les traducteurs qu'on n'arrive pas à voir, même avec un corpus contrastif. Voilà, Bonnefoy qui traduit Léopardi, c'est du Bonnefoy, ça se voit tout de suite, hein, il n'y a pas de doute. Mais voilà, donc il y a vraiment ces figures de traducteurs assez différenciées. Ouais.
J'avais une question un peu corollaire. On n'a pas des, est-ce qu'on a des traducteurs qui donnent leur procédé? C'est-à-dire, s'ils ne les donnent pas explicitement dans une présentation ou dans des notes, etc., mais est-ce qu'on pourrait repérer chez un traducteur et les traductions de différents poèmes, des procédés récurrents? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. De manière à ce que, même s'ils ne le déclarent pas, Oui. on puisse quand même les analyser. Alors moi, j'ai essayé de faire ça mais avec oui, il n'y a que avec des écrivains. Donc j'ai essayé les corpus étant par ailleurs alignés, parce que il faut avoir un corpus contrastif derrière pour pouvoir voir des choses qui se détachent sous la plume de tel traducteur. Sinon, c'est difficile à voir. Mais j'ai essayé de voir s'il y avait des stylèmes, des faits de style convergents entre deux traductions signées par un même poète. Donc j'ai essayé avec Bonnefoy, bon, ça c'était facile. J'ai essayé avec Amiel aussi. Amiel, donc auteur, poète du 19e. Et en effet, on voyait des choses au niveau syntaxique, enfin des manières de faire. Et puis j'ai essayé avec Char. J'ai également vu des choses assez... Enfin, quand même, on arrive, rien qu'avec deux traductions, quand on a un corpus contrastif derrière, on arrive à voir des traits de style d'un traducteur. Voilà. Et je pense que c'est pareil chez les traducteurs critiques, mais je pense que les traducteurs éditeurs, ils sont pas saillants dans les corpus, donc il n'y a pas de stylème qui puisse être voilà, comparé. Mais c'est un travail qui est intéressant à faire, de comparer plusieurs traductions d'un même auteur. On voit des tics, hein, par exemple, au niveau de la syntaxe, du rythme, du lexique, par exemple. C'est assez frappant. Ouais. Par exemple, c'est intéressant de voir comment Williams, qui fait une traduction de Leopardi, est-ce qu'il ferait la même chose sur un poème en anglais, par exemple? Vous voyez, bon, est-ce qu'il utiliserait les mêmes procédés ou est-ce qu'il s'adapterait voilà. Parce que on voit bien que Williams, il se rapproche assez, comment dire, de manière assez proche du texte de Léopardi. Ouais. Voilà. Et je me suis demandé s'il n'avait pas l'explication sur le très profond, c'est pas la volonté de montrer en fait la suffixation de l'italien. Voilà, parce que effectivement, je vous dis ça parce que j'ai une doctorante en italien qui a fait italienne, qui a montré qu'effectivement dans certains textes il y avait notamment sur les adjectifs le fait de les suffixer, notamment les adjectifs les très fréquents en français, ils ne le sont pas en italien tout simplement parce qu'ils sont suffixés. Et donc là je me disais qu'il y avait peut-être l'intention de marquer cette suffixation, enfin, en tout cas d'essayer de la restituer. Alors c'est bien possible parce qu'en plus c'est un traducteur qui est très érudit, très expert pour le coup en traduction, c'est un grand... C'est dans l'infini, c'est ça? Oui. Ouais. Je vais peut-être regarder le texte original. Il est Ah oui, il est là. Ouais, Oui, c'est d'accord. c'est celui avec très... Donc c'est tout à fait possible. Et en effet, sa traduction, en fait, moi je l'aime bien parce qu'elle est en 11 syllabes, ce qui est pas facile, et elle est assez conforme elle est assez consensuelle sur le plan du lexique. Donc c'est rare qu'une forme métrique arrive à être consensuelle. Donc il est quand même arrivé à faire quelque chose de très intéressant, mais sans doute que très profonde, c'est pour lui une décision traductologique. Mais en termes d'effet, voilà, ça, c'est quand même étrange en français. Enfin, Donc, une dernière question, c'est qu'on voit sur les traducteurs les plus contemporains, enfin, par rapport à nous, je vois l'Andrea 1987, et puis toujours le même, Végéant 2010. Est-ce qu'ils ne sont pas enfin, est-ce que les traducteurs ne sont pas aujourd'hui en train de revenir à une traduction beaucoup plus littérale? oui. Et c'est-à-dire que, enfin, Mathilde était là, du coup, quand on parlait des métaphores, on voyait aussi que le calque, en fait, est en progression, en fait, dans les corpus traduits. Que ce soit les calculs syntaxiques, alors, pas tellement au niveau lexical, mais plutôt au niveau de la syntaxe, au niveau de la figuralité aussi. Et en effet, à partir des années 80, enfin, il y a cette théorie de Berman qui dit qu'on doit entendre l'autre langue derrière la langue traduite. Donc, c'est aussi cette théorie qui a essaimé et qui fait aussi que le lecteur maintenant est
sans doute plus aptes à accepter un ordre des mots un peu atypique dans un texte traduit. Voilà. Donc oui, sans doute. Mais malgré tout, on a quand même, on a encore une grande variété dans les traductions des poèmes, sans compter les supercheries. J'ai une question qui est un peu en dehors, mais que vous avez abordée. Est-ce que le traducteur-éditeur, dont on ne connaît pas l'identité, en fait, n'est pas le traducteur idéal, celui qui s'efface totalement pour laisser vivre le texte, donc laisser vivre l'auteur? Là, c'est un débat sur lequel je n'ai pas, c'est difficile je sais pas, en fait, il y a différentes manières de traduire. Il y a des manières de traduire en s'effaçant. Il y a des manières aussi de faire passer un texte en faisant entendre sa voix quand on est écrivain traducteur. Voilà, je sais pas quelle est la bonne manière de traduire. Ça, les traductologues en parlent beaucoup, le mythe de la transparence du traducteur. Moi, j'ai pas d'opinion personnelle. Voilà, c'est difficile comme Moi question. aussi, en fait, c'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. Je trouve que vraiment, si on veut traduire un texte dans toute sa vérité, on doit absolument essayer de ne laisser aucune trace de soi. C'est ce que dit aussi Jacques Côté, par exemple, quand il traduit. Mais Jacques Côté, ça fait partie de sa manière de faire entendre sa voix que d'être discret. Exactement. Donc, est-ce que, voilà, à quel moment Grande sa parenté voix, avec sa poésie à lui, grande quand parenthèse, il est voilà. traducteur et voilà. Donc, Dans ouais. dans les traductions et dans les poèmes, les textes de Jacques Côté lui-même. L'anonymat choisi par les traducteurs-éditeurs me paraît être en fait l'idéal pour s'effacer totalement et montrer quelle approche on a de la traduction qu'on fait. On est absolument impossible à identifier, donc on est bien obligé le lecteur est bien obligé de ne considérer que le texte et l'auteur initial du texte. Oui, bon, tous les traducteurs éditeurs sont pas anonymes, hein. Il y en a, j'ai dit ça fait partie des traducteurs éditeurs. Il y en a qui donnent leur nom, mais oui. En même temps, mais là, c'est purement personnel. Dans mes corpus, ces traductions-là, qui sont très consensuelles, sont aussi les moins intéressantes. Donc, je sais pas. Les moins intéressants, c'est un petit peu prétentieux de prétendre porter la part de se substituer finalement. Et puis, est-ce que c'est possible? Voilà, ça me paraît difficile. Ouais. Oui, je voulais savoir ce que vous faites, mais on en a parlé à tour de rôle, de la vieille notion de fidélité, qui est tellement centrale dès qu'il est question de traduction. Je pensais pour un détail parmi d'autres, je pensais à la place de l'adjectif épithète. Dans le poème de Keats, fatalement, les épithètes sont antéposées. Voilà. Alors, il y a quand même ce paramètre qui précède le choix du traducteur français. En gros, c'est ça que je veux dire. Donc, ça fait partie du jeu aussi des traductions, que ce qu'on peut avoir de ce point de vue-là dans la morphologie et la syntaxe de la langue source, quoi. Oui. Mais alors là, par exemple, en fait, la notion de fidélité, c'est quelque chose qui est très important en traduction. C'est beaucoup dans l'imaginaire de la traduction. Mais en fait, le problème, c'est à quoi on est fidèle. Oui, c'est à la langue, à l'effet, c'est très problématique comme notion. Et là, par exemple, sur la position des épithètes, l'effet en français n'est pas l'effet de l'effet en anglais. Donc voilà. Voilà, donc là, c'est-à-dire qu'on est moins, à la limite, moins infidèle entre guillemets, mais on l'est aussi en postposant qu'en antéposant. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est un grand débat, la fidélité. Parce que vous avez dit sur le fait que justement il y a un plus grand souci de littérarité, ça va bien avec, c'est vraiment la diachronie large, ce qu'on appelait les belles infidèles, et ces traductions incroyables qu'on avait justement au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà. Là, de ce point de vue, je ne l'ai pas fait passer, j'aime pas beaucoup la couverture, mais le livre de Philippe Brunet qui commence justement les traductions, première traduction de Sappho. Là, on a une diachronie large qui commence au XVIe, donc c'est un corpus
Mm. Il y a des questions, demandes d'intervention des personnes connectées ou ouvrez tout simplement le micro hein, sans montrer parce que on voit pas tout le monde là sans montrer la main. Hein. C'est une bouche. Non. Est-ce que, Oui, est-ce que vous m'entendez? oui, Anna, on t'entend. Bon, je ne poserai pas de questions, mais je voudrais vraiment exprimer ma très profonde admiration devant le travail de Pascal. Voilà. J'ai trouvé que pour une stylisticienne, c'est très riche d'enseignements. Merci beaucoup. Je suis flattée par ce double compliment. Je vais poser une question encore qui est peut-être un peu technique. Je veux savoir comment tu as envisagé de prolonger ton travail, ton corpus. Dans quel sens tu vas partir? Parce qu'il y a tellement de possibilités par rapport à justement aux remarques que tu fais. Est-ce que tu continues dans la même langue? Est-ce que tu fais en fonction de simplement aussi des raisons pragmatiques, ceux qui déjà des corpus qui sont déjà classifiés? Est-ce que tu as envie de diversifier les langues? Ouais. Oui. Alors en fait, le premier corpus, donc j'ai choisi italien, italien, allemand, et j'ai plus de, qu'est-ce qui manque? Anglais, merci. Parce que c'est des langues qui n'avaient pas de relation de domination les unes par rapport aux autres. C'était des langues proches, donc ça donnait quand même. Je voulais que ce soit des langues différentes, mais je voulais que ce n'y ait pas trop de dissymétrie entre les langues. Mais j'aimerais diversifier les langues. Alors, c'est sûr que s'il y a des corpus constitués et que vous les connaissez, je suis preneuse parce que c'est quand même très long de les constituer. Mais voilà, mon idée, ce serait plutôt d'essayer de diversifier les langues. J'aimerais bien les voir du côté du japonais parce que je sais qu'il y a aussi des corpus qui sont assez fournis. Donc, de voir comment ça se passe. Est-ce que je peux comparer un corpus traduit du japonais à un corpus traduit de l'italien? Je suis pas sûre, hein, mais est-ce que ça marche? Voilà, donc et après, je vais essayer voilà, de diversifier en fait les langues plutôt. Mon idée, c'est que tout ce que je vois, c'est quand même assez indépendant des langues d'origine en réalité. Ce que j'observe au niveau statistique global, ça change pas tellement, je pense, en fonction des langues. Et ce que j'ai observé, ben, tu vois, ce que j'ai testé là avec les trois, j'ai testé sur Sappho. Grec ancien, c'est quand même assez différent. Je vois les mêmes choses en fait. Donc j'aurais plutôt envie de diversifier les langues. Voilà. Mais après, tous les gens qui ont des corpus peuvent me les prêter, ils seront crédités, voilà, tout ça. Parce qu'en effet, c'est gros, pour problème. J'ai une question encore à vous poser. Donc, on comprend bien pourquoi dans vos zones d'observation, vous avez observé plusieurs choses, notamment la question de l'adjectif épithète. Et je me demandais comment vous avez l'idée de travailler sur la conjonction et. Est-ce que c'est en lien avec la question de la poésie? Par contre, ça ne saute pas aux yeux. Ça me fait penser à autre chose, le et qui est mal employé. Enfin, voilà, donc je voudrais vous expliquer un petit peu là-dessus. Eh ben, en fait, c'est parti de Léopardi. Il y a 13 enfin, le mot et en italien dans son poème. Ce qui pose un problème au traducteur parce que en français, en italien aussi, mais je suis pas spécialiste d'italien, mettre 13 et dans un petit poème comme ça, c'est pas facile en fait, en termes rhétoriques, en termes d'effets stylistiques. Et donc, j'ai assez vite remarqué que globalement, le traducteur qui a le maximum de et, je crois qu'il en a 11. Et donc, il y a une sorte de réduction du nombre de et. Donc après, je suis allée voir dans le poème de Heine ce qui se passait pour les und et ce qui se passait pour les un dans le poème de Keats. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que quel que soit le nombre à l'origine, en fait, il y a un lissage du nombre de et dans le poème qui est en fait conforme aux normes de la langue française. C'est-à-dire, il y a un moment où on ne peut pas encore ajouter un et. Enfin, je dis voilà, ça parce que dans les traductions en ancien français du texte latin, le et apparaît à chaque fois. D'accord. Pratiquement plus tôt revenant, on parle de et synthétique, mais on cherche un petit peu à étoffer maintenant par des conjonctions plus riches et plus variées. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'en suis arrivée au et en fait. Sinon, voilà, c'est un peu étrange. Merci.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres étudiants de master? Très bien, mais merci encore à Pascal Roux de cette très belle présentation. Et donc rendez-vous le 15 mai pour la prochaine séance du GUELF. Sur le programme thématique interviendra Francine Mazière ici présente, ainsi que Raimund Wilhelm. Voilà, 2 séances sur le programme thématique. Ce sera la dernière séance du semestre et de l'année. Bonnes vacances tout le monde. Au revoir aux personnes connectées. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.